9 leçons que j'ai retenues de mes différents arrêts du tabac. Si vous ne voulez rater aucun conseil santé et nutrition, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Premier avertissement, je tiens à signaler que je ne suis pas devenu un non-fumeur absolu, puisqu'il m'arrive de temps en temps de fumer une cigarette. Donc certes, je peux rester 6 mois, 1 an, 2 ans sans fumer, mais il est possible que vous me croisiez un jour en train d'en griller une. C'est possible. Ça, c'est fait et ça nous renvoie directement à la première leçon. Le tabac, le tabagiste nous renvoie à notre propre bêtise humaine. Leçon numéro 1. Le tabac nous renvoie à notre propre bêtise humaine. Et c'est une donnée indispensable à prendre en compte si vous souhaitez arrêter de fumer. Une fois que j'étais chez mon médecin traitant, je lui dis j'ai repris le tabac bêtement. Et là, il m'a répondu laconiquement, vous savez, c'est très rarement intelligemment qu'on prend le tabac. Les fumeurs et les fumeuses sont pétris de contradictions et la première d'entre elles est celle de payer à prix d'or leur propre empoisonnement. Donc, si vous êtes fumeur, soyez indulgent avec vous-même, ne soyez pas trop dur et soyez-en sûrs, les non-fumeurs, eux aussi, possèdent leurs propres contradictions. Mon premier arrêt du tabac à la fin des années 90 a duré 6 mois. Il s'est très mal passé puisque j'ai dû reprendre. Au bout de 6 mois, j'étais déprimé, j'avais pris du poids et j'étais devenu tellement irritable que j'avais dû arrêter la partie du tennis. En effet, je pense que sur un terrain, j'étais tellement énervé que j'aurais jeté ma raquette à la figure d'un de mes adversaires. Alors je vous rassure, mes autres arrêts du tabac se sont beaucoup mieux déroulé que cela, sans irritabilité excessive, sans prise de poids, sans déprime. Et je vous assure que ces petits agréments ne sont pas une fatalité et qu'on peut très bien les maîtriser, puisque en fait ils sont dus à la dépendance psychologique du tabac, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Leçon numéro 2. On apprend toujours d'un arrêt du tabac, y compris et surtout si celui-ci est un échec. La première fois que j'ai arrêté le tabac, je me rappelle très bien, c'était un dimanche soir, il était 18 h, je n'avais plus de cigarette, et là, j'ai eu la flemme. La flemme de traverser la ville pour rejoindre un des 2 débitants de tabac ouverts et de faire la queue pour acheter une cigarette. Et c'est cette flemme qui a été le déclencheur de mon arrêt du tabac, et ça nous amène à la leçon numéro 3. Leçon numéro 3. Toute raison est bonne pour arrêter de fumer, y compris les plus futiles. Une fois, c'était la flemme, une autre fois, je me rappelle très bien, c'était que je ne supportais plus l'idée de sentir le tabac. C'était pas l'odeur du tabac qui me dégoûtait, puisqu'en tant que fumeur, j'étais habitué à cette odeur. C'était l'idée de sentir le tabac, je ne pouvais pas l'assumer. Et on est loin de la peur de la mort, la peur du cancer, la déchéance physique, le décès d'un proche, les ravages du tabagisme passif. Tout ça, c'est des raisons qui n'incitent pas, qui ne sont pas déclencheurs de l'arrêt du tabac. La preuve, une quantité non négligeable de médecins fument. Pourtant, ils sont au courant des méfaits du tabac. Ils savent ce que ça donne. Et j'ai une pensée toute particulière pour les médecins qui travaillent dans les services de pneumologie et qui assistent donc à la mort dans d'atroces souffrances de patients atteints en phase terminale de cancer du poumon qui sont sous assistance respiratoire. Et ces médecins-là, eh ben, très souvent, dès qu'ils ont un moment, ils s'échappent pour fumer une cigarette, pour décompresser. Une fois que j'allais donner mon sang, le médecin qui me posait des questions, je dis au médecin qui me posait des questions que à chaque fois que je fumais, j'avais une période où je pensais à ma mort, je voyais mon propre enterrement. Et à ce moment, elle me dit, c'était une femme, ça doit être une sacrée bonne motivation pour arrêter de fumer. Et bien cette remarque partait d'un bon sentiment. Maintenant, elle était totalement improductive, parce que en fait, je fumais, je voyais ma propre mort, et ça m'angoissait tellement
que je fumais pour justement échapper à cette angoisse. Leçon numéro 4. N'acceptez pas de conseils d'un non-fumeur, à moins que celui-ci soit un tabacologue spécialisé dans l'accompagnement des fumeurs qui désirent arrêter. Les fumeurs raisonnent différemment des non-fumeurs. Et ça, je l'ai pu le constater à de nombreuses reprises, puisque en étant fumeur et en étant non-fumeur, je remarquais que j'avais des raisonnements qui étaient différents. Et si vous êtes un petit peu attentif, que vous soyez que vous êtes non-fumeur par exemple, vous remarquerez la faculté qu'ont les fumeurs à produire des théories loufoques. Exemple, moi j'ai entendu, voilà, moi je fume à l'extérieur parce que c'est moins nocif que de fumer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on est à l'extérieur, on fume et la fumée nous revient dessus, voilà. J'ai entendu aussi, moi je fume des cigarettes à petit diamètre parce que la fumée pénètre par moins grande quantité, c'est moins nocif. J'ai entendu aussi, moi je me fais régulièrement faire des radios du poumon et puis on voit rien, donc tout va bien. Le problème de cette manière de raisonner est qu'à partir du moment où on détecte une tâche, eh bien on a 6 mois à vivre. Il y avait la théorie de cette femme enceinte, grande fumeuse, qui durant toute la période de sa grossesse, eh bien s'était limitée à 5 cigarettes par jour. Elle disait, selon les conseils de son médecin généraliste de l'époque, ça ne risque rien, car ce sont les cigarettes du plaisir. Alors, bien entendu, moi-même, ayant été fumeur, je n'ai pas échappé à cette élaboration de théories loufoques et j'ai élaboré moi-même ces théories absurdes. Donc je fumais une quinzaine de cigarettes par jour. En moyenne, j'ai fait ça pendant au moins 10 ans. Donc j'ai été vraiment un bon fumeur. Leçon numéro 5. La dépendance au tabac est une dépendance double. La dépendance à la nicotine, le principe actif du tabac, est à la fois psychologique et physique. Par exemple, la dépendance à la cocaïne est une dépendance purement psychologique. Chacune des dépendances se nourrit l'une de l'autre et les deux dépendances sont liées entre elles. La dépendance physique, cette sorte de faim indéfinissable qui nous tenaille, nous porte au cerveau et accroît la dépendance psychologique. La dépendance psychologique, quant à elle, accroît la perception que l'on a de la dépendance physique. La dépendance physique du tabac lors d'un sevrage est très supportable. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée, pensez au sevrage d'un alcoolique ou d'un héroïnomane. Donc le sevrage tabagique à la nicotine, ça n'a absolument rien à voir. Pas de douleur insupportable, pas de camisole de force. Et si vous êtes fumeur et que vous ne vous levez pas la nuit pour fumer, eh bien vous apercevrez que vous pouvez rester 6, 7, 8 heures de sommeil sans fumer. Et si vous ne fumez pas votre cigarette directement au réveil, eh bien vous pouvez rester une dizaine d'heures facilement sans fumer et sans ressortir de manque physique, sans douleur physique. Pour reprendre l'exemple aussi des femmes enceintes, les femmes quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, beaucoup d'entre elles arrêtent de fumer, des fumeuses, elles arrêtent de fumer, elles ne fument absolument pas sans aucun effort, et une fois qu'elles ont accouché, ben, elles reprennent le tabac. Donc tout ça, c'est dû à la dépendance psychologique. Tout ça pour vous dire qu'une des clés hyper importantes à comprendre pour l'arrêt du tabac, c'est que le schéma n'est pas constitué avec deux cercles égaux, mais plutôt comme ceci. Et donc, il faudra mettre l'accent sur un des deux cercles, qui est la dépendance psychologique. C'est ce qui sera le plus efficace pour vous, pour arrêter de fumer.